Il y a quelques problèmes entre guillemets avec les ETF small cap parce qu'on a analysé ici, ok, les marchés nordiques small cap rentabilisent plus que les marchés classiques. Les small cap monde rentabilisent plus que les marchés mondiaux classiques avec des grandes sociétés. Sur les marchés américains, les Russell 2000 sur le long terme rentabilisent plus que l'S&P 500. Même sur les 10 dernières années que l'S&P 500 a fait mieux que les Russell 2000, cette performance vient simplement des 5 sociétés. Ce n'est pas vraiment quelque chose intrinsèque aux grandes sociétés. Donc, à part ça, après cette analyse qu'on a fait que les indices small cap rentabilisent plus, et ça c'est vrai, il y a quelques petits problèmes avec l'achat des ETF small cap. Pour commencer, là, les biais de la survie inversés. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire ça pour vous. Les indices small cap et mid cap ont la tendance de sous-estimer la rentabilité. Car dans l'indice, nous ne pouvons pas compter avec la rentabilité des vainqueurs qui ont changé d'indice. Donc, je vais traduire ça. Les biais de la survie inversée décrivent une situation dans laquelle les moins performants restent dans les jeux, tandis que les plus performants sont exclus de la course. Je vais expliquer d'une autre façon. Imaginez que vous avez un panier d'actions des petites sociétés. Vous avez une trentaine de sociétés dans cet indice. Il y a quelques sociétés qui sont très rentables, donc ils vont avoir une croissance énorme. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même après 5 ans, elles vont devenir des géantes. Et devinez, les géantes ne peuvent pas appartenir, ne peuvent pas être dedans un panier d'actions des petites sociétés. Donc, les sociétés qui sont petites, qui deviennent des géantes, vont quitter les ETF, les indices small cap. Ils vont rentrer dans les indices des big cap. Donc, ça veut dire que c'est dit, par exemple, je vais montrer tout à l'heure, un indice, un panier d'actions small cap avait rentabilisé 12% par an. Et un indice big cap des grandes sociétés a rentabilisé 10% par an. Il y a une différence de 2%. Mais dans la vraie vie, la rentabilité des big cap ne devrait pas être 10%. La différence devrait être plus grande. 12 contre 9, 12 contre 8. Pourquoi? Parce que dans les indices des grandes sociétés, on a toujours des petites sociétés très rentables qui sont devenues des géantes. Donc, une fois qu'on achète un ETF small cap, les principales sociétés vont toujours quitter l'indice et vont donner cette rentabilité aux grands indices, aux indices qui sont les plus importants avec les principales capitalisations. Tout le monde ici a compris qu'il y a un petit problème intrinsèque dans les ETF small cap où les petites sociétés vont quitter justement ces portefeuilles pour appartenir à un autre portefeuille des grandes sociétés. Imagine, je vais mesurer la performance des deux indices. Je vais comparer deux portefeuilles. Un portefeuille des grandes sociétés par rapport à un portefeuille des petites sociétés. On suppose qu'on a une vingtaine de sociétés sur chacun de ces portefeuilles. Un portefeuille des grandes sociétés, une vingtaine d'actions. Un portefeuille des petites sociétés, une vingtaine d'actions. Imaginons que quelques sociétés de taille petite, des small caps, commencent à avoir des performances super bonnes. Elles vaut 50 millions dans la bourse, mais elles commencent à avoir la croissance des fous. Elles commencent à rentabiliser, elles commencent à toucher des autres régions géographiques. Les chiffres d'affaires commencent à exploser. Après quelques années, vous êtes d'accord avec moi que les petites sociétés sont devenues des sociétés moyennes ou même des grandes sociétés? Donc, dans ces portefeuilles des petites capitalisations, il n'est plus acceptable garder cette petite société parce qu'elle n'est plus petite, elle devient géante. Et donc, les géantes doivent être placées sur le deuxième portefeuille, les portefeuilles des sociétés géantes. Donc, en fait, on va gonfler un peu la rentabilité du portefeuille des grandes sociétés. Mais en fait, la société qui a fait ça, c'est une petite société qui a rentabilisé énormément et elle est devenue une bonne géante. Donc, ça veut dire qu'on va sous-estimer la rentabilité du portefeuille des petites capitalisations. Dans la vraie vie, il doit rentabiliser encore plus parce qu'on va perdre les petites capitalisations pour placer dans un portefeuille des grandes capitalisations. Donc, si on regarde par exemple les Russell 2000 et on regarde l'S&P 500, dans les Russell 2000, on a des petites sociétés et peut-être il y a quelques petites sociétés qui vont devenir des géantes d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans et elles vont être placées dans l'S&P 500 parmi les 500 plus grosses sociétés de marché américain. Et d'un jour sur l'autre, l'S&P 500 a gagné une excellente société qui va faire partie des 500 plus grosses sociétés de marché américain. Et les Russell 2000, il vient de perdre une excellente société qui était placée dans cet indice. Si vous choisissez vos actions, vous n'avez pas cet effet de perdre la société de votre portefeuille.
Parce que dans les indices, ils vont retirer les sociétés des indices et placer dans un autre indice. Mais si vous avez un portefeuille à vous-même, si vous choisissez vos actions, ça jamais va arriver. Donc la performance qu'on trouve des 10, 11, 12 pour les small caps avec un indice, on peut avoir ça beaucoup plus tranquillement en choisissant les actions. Évidemment, si vous avez un bon management de portefeuille, si vous diversifiez, etc. Des choses qu'on verra ensemble pendant les 3 épisodes qu'on a ici ensemble sur YouTube. Et donc, dans les stock picking, si on va choisir les petites capitalisations, qu'est-ce qu'on a? Déjà, quelques sources qu'on va baser sur tous les contenus que j'ai fait ici pour vous aujourd'hui, mercredi, vendredi, dimanche. Utilisez ces sources-là, ce sont les principales sources des small cap. Donc, Christopher Mayer a fait les livres 100 Baggers, donc un livre qui résume comment on peut choisir, comment on peut sélectionner des sociétés qui sont capables de se multiplier par une centaine de fois. Après, on a Tony Analysis en PDF où il explique une analyse des sociétés qui ont fait déjà multiplication par une centaine de fois. On a la même étude sur les marchés indiens aussi. Et après, on a une étude 100x, The Power of Growth in Wealth Creation. C'est la source numéro 4 qui montre l'étude, une étude précise qui explique quels sont les critères aussi pour multiplier les capitales par plusieurs fois. Après, vous avez les livres sacrés, la Bible sacrée de l'investissement, c'est What Works on Wall Street, écrit par James O'Shaughnessy. C'est un livre qui va résumer toutes les stratégies d'investissement du monde dans un livre dans un seul livre, en montrant la rentabilité, la volatilité, les avantages, les inconvénients. On a aussi les sources de M. Egons, les plus importants gérants des fonds d'investissement de l'histoire de la France. Et on a James O'Shaughnessy, pas seulement son livre, que c'est la source numéro 5, mais des autres articles, des autres projets qu'il a fait en parallèle. Donc, ce sont les principales sources si vous voulez chercher ces contenus des small caps que j'ai résumé ici pour vous. Et qu'est-ce qu'il dit dans les livres d'O'Shaughnessy les chapitres qui parlent exactement des small caps? C'est écrit en anglais ici. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, vous pouvez lire dans la traduction chaque détail en anglais. Mais je vais faire la traduction ici, je vais résumer pour vous. Dans son livre, il dit dans les chapitres 4, les small caps sont moins suivis par les analystes. Ça, on avait déjà discuté. Et donc, il considère ça un critère clé aussi pour la réussite des small caps. C'est un univers des possibilités beaucoup plus grand. Ça, c'est un autre argument très positif pour les small caps également. Par exemple, en France, aujourd'hui, on a environ 150 sociétés qu'on peut appeler, on peut dire large caps, des grandes sociétés. À côté, on a environ 700 sociétés, 800 sociétés de taille petite. Donc, on a beaucoup plus de petites sociétés par rapport aux grandes sociétés. Une meilleure opportunité pour les investisseurs disciplinés, parce que comme j'avais dit, vous n'avez pas besoin de suivre les marchés, suivre les gérants, suivre les news sur les marchés qui disent que les marchés vont tomber, ça ne va jamais se récupérer. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre portefeuille. Et si vous suivez une stratégie validée, comme j'ai fait, comme les autres investisseurs que je montre ici dans les sources fonds, vous avez tout ce qu'il faut pour battre les principaux indices de marché. Dans une autre partie du chapitre, il dit quelles sont les pires stratégies small cap. Parce qu'il faut savoir, hein, ok, je vois que les petites ont plus de potentiel, mais peu importe la petite société que j'ai choisie, je vais réussir? Bien sûr que non. Et je vais même aller plus loin, hein, parce que l'objectif de ce live ici, c'est pas juste parler des avantages des small caps, de vous vendre du rêve ici. Non, 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 non. Il faut savoir quels sont les inconvénients de cette stratégie. Parce qu'au contraire des autres chaînes YouTube, des autres investisseurs et youtubeurs qui essayent de vendre leur formation seulement et de défendre une seule type de stratégie en disant que les autres ça marche pas. Non, la small cap c'est juste une des stratégies qui existent dans les marchés et c'est une des plus rentables. Mais ça ne suffit pas de choisir juste une petite société. Non. Parmi les 900 sociétés, 800 sociétés disponibles en France ou parmi les 8000 sociétés disponibles dans le monde, vous allez simplement choisir une société de taille petite et c'est bon? Garder pour le reste de la vie? Non. On ne doit pas choisir les sociétés small cap des marges très faibles. Donc, on ne doit jamais acheter des sociétés small cap des marges faibles. Normalement, on va commencer à choisir des small cap américaines. On va choisir des sociétés américaines small cap avec une marge qui est minimum 7-8%. Plus élevé c'est cette valeur, mieux. On ne va pas choisir des small cap avec un cours sur vente très élevé. On doit toujours trouver des sociétés où la capitalisation, la valeur qu'elle a dans la bourse, soit maximum 3 ou 4 fois plus élevée que les chiffres d'affaires. Donc, si la société vaut une centaine de millions dans la bourse, elle doit faire minimum 25 millions de chiffres d'affaires. Sinon, ça devient cher. Ça veut dire comment elle vaut 100 millions dans la bourse, une centaine de millions dans la bourse, si elle ne génère même pas 25 millions de chiffres d'affaires. Donc, il y a une incohérence.
croissance. Il a une spéculation dessus. Donc, c'est un ratio qu'on doit faire attention. C'est pour ça que j'utilise les critères SQGLP. On utilise ces critères pour sélectionner les meilleures sociétés. S, ça vient de size en anglais. C'est la taille de la société. Donc, on va choisir des petites capitalisations pour la stratégie small cap. Quality, c'est la qualité. Okay? Donc, on va choisir des sociétés de qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? Un retour sur capital propre élevé, une marge nette élevée, des sociétés qui ne sont pas endettées. Growth, les G, c'est des growth, croissance. Il faut que la société fasse de la croissance. On a besoin qu'une petite société devienne une géante. On veut multiplier les capitales. On veut trouver une petite. On veut trouver la Microsoft de demain. On veut trouver Tesla de demain. On veut trouver une petite société qui puisse devenir une géante. Donc, il faut avoir de la croissance. Croissance de quoi? De chiffre d'affaires, de résultats nets. On veut la longévité. Longévité de quoi? On veut la longévité de la qualité et de la croissance. Ça ne sert à rien d'avoir de la qualité et avoir de la croissance si on n'a pas la longévité de la qualité, si la qualité ne dure pas longtemps, si la croissance ne dure pas longtemps. On veut que la qualité et la croissance puissent durer plusieurs semestres, plusieurs années. Et la valorisation, qui c'est les ratios les plus complexes à analyser, on va estimer si la société, les prix qu'elle a dans la bourse, s'il est juste ou pas. Est-ce que la société qui est dans la bourse qui vaut 200 millions, est-ce que vraiment elle vaut 200 millions? Ou est-ce qu'elle vaut 150 millions? Ou est-ce qu'elle vaut 500 millions? Donc là, ça peut être une bonne affaire. Si la société qui est dans la bourse à 200 millions, elle vaut dans la vraie vie 500 millions, elle vaut beaucoup plus, donc ça peut être intéressant d'acheter quelques actions. Voilà, ce sont les critères qu'on utilise et on va étudier ensemble pendant ces épisodes ici cette semaine. Je vais montrer quelques cas de réussite parce que je vais parler de chaque investisseur affiché ici sur les deuxième et troisième épisodes. César Paiva, c'est un investisseur brésilien comme moi. Il a créé un club d'investissement dans les années 2000. Son fonds d'investissement a rentabilisé des années 2000 jusqu'à 2023 plus de 10 000% de rentabilité. Mais son club d'investissement en 2013 est devenu un fonds d'investissement. Donc, il a professionnalisé son fonds. Et donc, il peut juste montrer les performances officielles depuis 2013. Et pendant que l'indice brésilien a rentabilisé 65% pendant cette période, il a fait 363%. Donc, il a fait 5,6 plus que l'indice des références. Okay? On a William Higgins, très connu ici en France, les gérants de fonds Indépendance Expansion, qui rentabilise 13,3% par an depuis les années 93. Donc, ça fait 30 ans qu'il rentabilise 13,3%. Pendant que l'indice des références, l'indice CAC Mid-Small, donc un panier de petites et moyennes capitalisations qui sert comme référence, a fait 7,3%. Donc, il fait en moyenne 6% de plus que l'indice des références. James O'Shaughnessy, avec son fonds américain, il a rentabilisé depuis 2003 avec la création de son fonds 537% contre 347% de l'indice SP500. Donc, il bat l'indice SP500 par une différence de 180% au total. Il rentabilise 10,1% par an, pendant que l'SP500 a fait dans la même période 7,8 ou 7,7% dans cette période ici affichée. Okay? Donc, il bat les marchés par une différence de 2%, 2,5% par an. C'est ça que j'avais dit. Hein? Si vous gagnez de marché ou si vous rentabilisez plus que quelque chose, 2% par an, c'est déjà énorme. Donc, pour ceux qui sont dans les livrets A qui rentabilisent 3% par an, vous commencez à investir et vous touchez 5% par an, vous allez augmenter votre rentabilité de long terme énormément. Vous allez terminer avec beaucoup plus d'argent d'ici 20 ans ou d'ici 30 ans. Donc, chaque 1, 2 ou 3%, ça compte énormément parce que ça fait un effet boule de neige. À la 11e année d'investissement, si vous gagnez 20%, par exemple, dans une année des hausses de marché, vous gagnez 20% par rapport à tous les montants d'argent déjà épargnés pendant une dizaine d'années. À la 20e année d'investissement, si vous gagnez 20%, vous gagnez 20% par rapport à 19 ans des rentabilités, d'épargne et des plus-values. Joe Greenblatt, celui-là, on va parler bien sur le deuxième épisode par rapport à sa stratégie. Aussi, il utilise la stratégie, il va utiliser les critères de qualité et croissance que je viens de citer. Il a fait 29,9% par an pendant 19 ans. Il est parmi les meilleurs investisseurs de l'histoire. La différence, c'est que Warren Buffett, il fait 20% par an depuis 60 ans. Mais Joe Greenblatt, donc, il a travaillé pendant 19 ans seulement, mais il a fait presque 30% par an. Donc, c'est énorme sa rentabilité.
rentabilité. Et mon objectif, en fait, moi, à titre personnel, j'ai commencé à investir en 2011 au Brésil. Au Brésil, en 2011, on avait des obligations à 10-11%, un marché d'actions qui rentabilisait 14-15% par an. Je commençais à investir sur les marchés brésiliens, mais juste ensuite, j'ai commencé à investir, tout rentabilisait bien, mais dans quelques mois, les marchés ont commencé à baisser, et j'ai continué à étudier, à comprendre les marchés, etc. Et à un moment donné, j'ai tombé sur les études des O'Shaughnessy, j'ai tombé sur les études des années 60 qui montraient justement les critères des tailles, qualité, croissance, longévité et aussi des valorisations et comment je pouvais appliquer tout ça. Bref, j'ai appliqué pour mes portefeuilles personnels, donc mes investissements. En 2015, je suis allé en France faire un échange. Après en 2017, je suis retourné en France après la fin de mon échange. Après la fin de mon échange 2015, je suis rentré au Brésil. J'ai passé une année et quelques au Brésil. Après, je suis retourné en France pour faire un master, étudier, travailler, etc. Donc, à cette époque-là, j'ai décidé de prendre mes épargnes et placer en Europe. $1, €, simplement investir en Europe et au marché américain. Et j'ai décidé de faire un diplôme d'analyste financier également. Mais du coup, je me suis rendu compte de quelque chose que je pouvais faire. Je commençais à faire les managements des portefeuilles, la gestion du patrimoine, aider les gens à investir. Après, j'avais ma formation, les débuts de ma formation. Et je me suis rendu compte qu'il fallait une chose. Il fallait quelque chose qui est intrinsèque à moi avec mon boulot. Je pense que dans les domaines de la finance, ça manque beaucoup de transparence de beaucoup de personnes. Et donc, comment je pourrais être le plus transparent possible? Parce que pour moi, c'est très facile de prendre ma rentabilité depuis que j'étais au Brésil, avec des obligations, avec des bonnes rentabilités, avec un marché émergent et dire, OK, moi, j'ai 17% de rentabilité par an moyenne. C'est exactement ce que j'ai obtenu depuis quand j'ai commencé à investir. Mais un Européen, un Français qui suit mon travail, il ne peut pas avoir accès au même marché que j'avais au Brésil, etc. Les gens de ma formation, que j'expliquais comment fonctionnait d'A à Z, et ils avaient besoin d'appliquer la même chose sur les marchés européens, sur les marchés américains. C'est là que j'ai eu l'idée de créer un portefeuille public, donc pour les gens de ma formation, que j'ai investi mon argent en vrai, dans la vie réelle. Les achats que j'ai fait sur ces portefeuilles dans le master, ce sont des achats que j'ai fait avec mon argent. Donc si vous voulez, j'ai commencé un portefeuille à partir des zéros, juste pour montrer comment j'ai fait. Et la façon que j'ai fait, c'est pas Michael Ravaneda qui est simplement est devenu le meilleur investisseur du monde qui fait des rentabilités de fou. Non, j'utilise la même stratégie des O'Shaughnessy, des Joe Greenblatt, des César Paiva. Et eux, ils utilisent la même stratégie qui a été étudiée et établie dans les années 60. Et avec cette stratégie que j'ai commencé à appliquer dans ma formation, il y a des gens dans ma formation qui sont ici sur les chats maintenant, ils peuvent confirmer que ça c'est notre portefeuille réel. On a commencé le 22 mars 2022, donc actuellement on est le 3 juillet 2023, donc presque une année et demie là. Notre portefeuille a fait 25% de rentabilité contre moins 2 de SP500, environ moins 2 aussi de Nasdaq et moins 9% de Russell 2000 qui c'est notre vraiment indice de référence. Donc on a une différence de plus de 34% par rapport aux Russell 2000. Mais là, ça ne suffit pas de choisir les bonnes actions. Et surtout, ces portefeuilles-là, j'ai fait ces portefeuilles gratuitement sur YouTube. Pour les gens qui étaient abonnés à l'époque, j'ai montré les actions que j'achetais, etc. Il ne suffit pas de choisir les bonnes actions. Il faut avoir un bon management. Quoi faire quand les marchés là ici, en juin 2022, quand on avait choisi des bonnes sociétés et quand même les marchés les baissaient de 20%? Quoi faire ici? Abandonner les portefeuilles? Rien faire? Tout vendre? Non. Nous avons une stratégie pour ça. On sait exactement quoi faire pendant les périodes de baisse. Ensuite, les marchés les montaient un peu. Après, il a descendu à nouveau. Mais quand il a descendu, on avait déjà une bonne différence par rapport aux marchés en octobre 2022. On est revenu à 0% après une année d'investissement presque. Et ensuite, on a fait cette hausse. Donc, cette différence impressionnante par rapport aux marchés depuis le début. Et pourquoi j'ai dit qu'il ne suffit pas de choisir bien? Parce que pour choisir bien, on a quelques critères. La taille, la longévité, la croissance, la qualité, la valorisation. Mais les managements, c'est très important. Savoir quoi faire, quand renforcer. Je ne vais pas montrer ça et dire, écoutez, ça c'est mon portefeuille, ça rentabilise super bien. L'objectif, c'est d'apprendre à utiliser et à comprendre la stratégie small cap. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il faut avoir une stratégie validée. César Paiva, William Higgins, James O'Shaughnessy, Joe Greenblatt, ils utilisent les mêmes principes de base. Mais Michael, pourquoi
les autres investisseurs font pas la même rentabilité ou pourquoi les autres investisseurs n'ont pas la même rentabilité que toi. Parce que peu de personnes ont la mentalité d'investisseur. Et la mentalité, c'est pas juste avoir les mindsets du type « ouais, je vais étudier, je vais faire mon maximum ». Non, c'est savoir quoi faire sur chaque période de marché. Les moments de renforcer. Ne pas laisser les collègues avoir une opinion sur votre investissement si vous avez étudié l'actif. C'est appartenir à une communauté aussi. Par exemple, dans la formation, nous sommes plus de 400 personnes dans les groupes Facebook. S'il y a quelqu'un qui est démotivé, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, quelqu'un qui a fait une erreur, il a des autres collègues qui aident, etc. Donc, je ne dis pas que vous devez forcément avoir une centaine d'amis investisseurs, mais peut-être avoir 1, 2 ou 3 personnes à côté que vous avez la possibilité de parler des finances. Et aussi, avoir la capacité technique de savoir exactement quoi faire pendant les périodes de baisse, pendant les périodes de hausse et quoi faire avec chaque achat mensuel. Et bon, sans avoir de la transparence sur NTT, on ne peut jamais avoir un business. En la place de travailler dans un fonds d'investissement, j'ai choisi de travailler toute seule en faisant les portefeuilles des gens. Je vais aider les gens à bâtir des portefeuilles. J'ai créé une formation, j'ai fait les consultings financiers un par un à la place de recommander des actifs pourris et gagner des frais. J'ai préféré travailler comme ça. Donc la transparence sur NTT, elle est là pour ça et c'est pour ça que j'ai créé ce type de portefeuille. Dans la description de la vidéo, vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation d'investissement en cyber. Le week-end prochain, il y aura des places. Normalement, j'ai fait des groupes de 50 investisseurs. Les 50 investisseurs ont accès à une formation de A à Z avec tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur. Vous n'avez pas besoin de faire une autre formation, avoir tel outil. Vous avez tous les outils, toute la formation, tous les contenus nécessaires. Vous avez accès à mes portefeuilles réels dans la formation également. Et vous comptez avec 30 jours de garantie absolue. On est si fiers de la qualité, du niveau de qualité de la formation, de la quantité des contenus, des outils qu'on a dedans, que si vous faites partie des insiders et dans 30 jours, les 30 premiers jours, vous n'êtes pas content, il suffit de faire un mail à mon équipe et on va vous rembourser. Donc, à votre place, je ferai la préinscription maintenant. Donc, vous allez sur mon site clubdevaleurs.com. Il y a un onglet qui s'appelle Formation. Okay? Vous allez faire votre préinscription en remplissant votre nom, votre email. Et comme ça, vous allez recevoir les liens en avance parce qu'il y a 50 places seulement. Donc, vous n'allez pas faire concurrence avec 15 000 personnes de YouTube. Vous pouvez assurer beaucoup en avance votre place. Et en plus de ça, vous recevez 100 € de réduction par rapport aux gens qui ne sont pas préinscrits. Pourquoi? Parce que si les gens des préinscriptions achètent, et on a déjà les 50 places remplies très rapidement, on n'a pas besoin de faire des publicités, on n'a pas besoin simplement d'offrir les places à tout le monde qui est sur YouTube. Donc, simplement, on va clôturer les 50 places et on peut commencer déjà à faire les lives privés et travailler en privé avec les gens qui font partie de la formation. Donc, il y a un avantage pour les gens qui font la préinscription. À votre place, je ferai ça sans doute. Vous n'avez rien à perdre. Il suffit de remplir votre mail, votre téléphone et votre nom pour simplement recevoir les liens en avance. Et en plus de ça, si vous réalisez l'inscription après, vous recevez une centaine d'euros de réduction. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi et mon équipe, on va faire le maximum possible pour répondre à vos questions. Ok? On se voit mercredi sur le deuxième épisode à 20 h. À plus!